Bonjour et bienvenue sur TV 7-8 pour une nouvelle édition du 7-8 Hebdo. Tout de suite les titres de ce vendredi 23 novembre. Les Franciliens invités à laisser leur véhicule pour privilégier les transports en commun. La ville de Paris vient d'inaugurer 1200 places de parking aux portes de la capitale. L'élection municipale se déroulera en 2020, mais déjà les premiers candidats se font connaître et notamment à Trappes. Guy Malandin, en poste depuis 2001, s'apprête à briguer un nouveau mandat. Il nous expliquera les raisons en plateau dans quelques instants. Et puis, au cours de la seconde partie de cet hebdo, nous ferons le point, comme à chaque fois, sur l'actualité locale de la semaine, de la mobilisation des Gilets jaunes à l'installation des décorations de Noël dans les communes. Pour débuter cette édition à un moment toujours symbolique, la rentrée solennelle des étudiants en droit, c'était hier soir, jeudi, à l'université de Versailles-Saint-Quentin, et pour la première fois sur les bancs, des étudiants inscrits via la nouvelle procédure Parcoursup, afin de les préparer au mieux à leurs études. Une mise à niveau leur a été proposée à certains en fonction de leur niveau, justement, depuis 3 semaines. Également présents dans l'amphithéâtre lors de ce moment, leurs aînés qui ont brillé l'an passé. Écoutez la doyenne de la faculté au micro de Manon Varaldo. C'est une forme de joie, une joie de voir la communauté réunie, l'ensemble des collègues est en robe, et puis voir les étudiants qui sont aussi en attente et dans la tradition de ce que sont nos universités, qui sont des lieux d'échange, de parole, de liberté de parole, des constructions d'un esprit critique. Donc ce sont des missions de service public qui sont pour la société dans laquelle et à laquelle nous appartenons, qui sont vraiment fondamentales. Et c'est cette fierté que je porte au moment où j'entre dans cet amphithéâtre avec mes collègues et avec l'équipe administrative. Éducation, encore, avec des plus jeunes élèves à Voisins-le-Bretonneux. On a voté ce vendredi matin pour désigner les élus du conseil municipal des jeunes. Grégory Canalet. À voter. Merci. Urnes, bulletins de vote, isoloirs, tous les codes d'une élection classique sont respectés. Les élèves de 3 groupes scolaires de Voisins-le-Bretonneux ont voté au collège Hélène Boucher vendredi 23 novembre. À l'issue du scrutin, 25 enfants vont être élus parmi une liste de candidats jusqu'en novembre 2020 au sein du conseil municipal des jeunes. C'est avant tout pour nous les sensibiliser à la vie citoyenne, qui est très important bien sûr. Et là on s'aperçoit que nos jeunes répondent vraiment présents. Et ils sont surtout, je dirais, entre guillemets, branchés par ce qui est développement durable, ce qui est projet humanitaire ou intergénérationnel. Les jeunes conseillers municipaux se réuniront en groupe de travail une fois par mois, une expérience qui leur permet de débattre, prendre confiance en s'exprimant en public et aussi de mener plusieurs projets. Par exemple, l'année dernière, lors de la course du printemps, un événement de la ville où on court avec des catégories, on a vendu des crêpes pour une association, Aime la vie, qui s'occupe d'enfants porteurs de trisomie. Et grâce à cet argent et l'argent des coureurs, ils ont pu partir en classe découverte. Parfois, certaines idées des enfants sont reprises par les élus adultes en conseil municipal. Tout récemment, celle, par exemple, d'organiser des opérations nettoyage de quartier. Toujours des élections municipales cette fois-ci. Le scrutin ne se déroulera donc qu'en 2020. Dans certaines communes, les candidats commencent à se faire connaître et à Trappes, le maire actuel va se représenter. Guy Malandin, bonjour. Et bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, merci de m'avoir invité. Élu pour la première fois en 2001, ce serait votre 4e mandat en cas de victoire qui débuterait à 83 ans. Est-ce que vous avez longuement réfléchi avant de prendre cette décision, cette candidature ? Réfléchi à cause de quoi ? À cause de votre âge et puis de votre engagement au 4e mandat ? Bien entendu que j'ai réfléchi. Alors, la ville de Trappes, pour moi, c'est une passion. Et c'est à la fois à cause de la qualité de ses habitants, leur diversité, leur gentillesse, etc. J'étais sur le marché au centre commercial ce matin. Il n'y a pratiquement pas un seul trappiste qui soit passé à côté de moi sans me dire « Bonjour, monsieur le maire, comment ça va ?» Et puis moi-même leur demander comment ça allait. Donc pour moi, ce n'est pas un problème partisan, ce n'est pas un problème politicien, c'est un problème d'attachement humain et d'envie de continuer. Continuer pourquoi ? C'est ça la question. Pas pour ma carrière, ça y est, elle est faite. Mais continuer parce que nous avons encore devant nous un certain nombre de projets qui sont extrêmement importants et que je vais citer rapidement et
dont les délais de mise en œuvre ne sont pas attachés à des décisions municipales, mais à des décisions d'ordre national ou d'ordre régional. Ce sont des projets que je pilote, entre guillemets, enfin, que j'essaie d'animer, de faire réaliser pour certains depuis 20 ans. Hein, 1998, j'y arrive sur la Nationale 10. Et j'aimerais bien, alors peut-être que ce n'est pas normal pour un élu, mais j'aimerais bien que tout ça soit très entrepris, voire fini quand c'est possible, dans les 2 premières années 2022. Voilà, je ne raconte pas d'histoire, je le dis tout net. Moi, j'ai pas l'intention de. Vous êtes candidat, vous êtes tête de liste une fois que les réalisations sont faites. Je conduis pendant les 2 premières années, on n'est pas à un mois près, quoi. Voilà, en étant accompagné d'une équipe de gens honnêtes, respectueux et fidèles. Quels sont ces projets-là ? Il y en a un qui peut étonner, enfin qui peut interroger, parce que il est un peu immatériel, si je puis dire. C'est la mise en œuvre de notre projet éducatif de territoire, dont Janine Marie vous a parlé l'autre jour. Quand on voit les effets du premier PEDT sur l'évolution scolaire, je vais dire, entre guillemets, les évolutions personnelles des jeunes et des enfants et des jeunes de Trappes, continuer me paraît absolument évident. Donc il y a de l'humain, là, il n'y a pas que de l'urbain. Le deuxième élément sur lequel je parlais de 98 tout à l'heure, parce que j'ai fait faire les plans pour la première fois en 98, c'est la réalisation du plateau urbain, qui a pour objectif, bien sûr, d'enfouir la nationale et donc d'avoir un peu moins de bruit, un peu moins de pollution, etc. Mais qui a aussi pour objectif principal, et c'est là l'essentiel pour moi et pour la ville, excusez-moi, mais dans ma pensée, quoi, c'est de faire le plateau urbain qui raccommode enfin cette ville qui, depuis 1953, est coupée en deux par une fausse autoroute, et de pouvoir revitaliser le centre-ville avec tout ce qui se passera autour du plateau urbain et foncier dont la ville est propriétaire. Troisième thème, sans trop les énumérer tous, mais on va commencer le deuxième contrat à la fin de l'année 2019 de rénovation urbaine. Ceux qui sont... On peut être en désaccord avec ce que je veux dire, mais quand on voit comment la ville a été transformée dans le premier contrat, à la fois en domaine urbain, en équilibre de parcours de logement, etc. Et j'ai bien envie de pouvoir lancer... il y a des gens qui vont penser que je suis prétentieux, et pourquoi pas de lancer aussi ce projet ANRU. Et enfin, le dernier thème, je pourrais en dire plus, mais je parle des quatre qui m'ont dit, bon, écoute, Malandrin, si les habitants le souhaitent, parce que c'est eux qui vont décider. Oui, il y aura tout de même un scrutin. J'ai encore 2-3 ans à vous offrir de mes modestes compétences et de ma longue expérience, si je puis dire. Le 4e thème, c'est la culture. On est vraiment, avec Philippe Guéroux, l'adjoint, dans un cheminement culturel avec la maîtrise, avec l'opération Demos, avec l'opération Lully, que vous avez peut-être vu l'année dernière, avec la classe spécialisée en danse et les classes théâtre, etc. Tout ça fait partie il faut encore travailler là-dessus pour que ça prenne sa pleine explosion. Et le prétentieux que je suis pense que je peux être utile encore, au moins pendant quelques temps, pour aider tout ça avec toute l'équipe et tous les partenaires. Voilà pour les raisons de votre candidature. Néanmoins, sur un plan purement politique, on a vu aussi ces dernières semaines un peu d'agitation et de déclaration des uns et des autres sur votre commune. Vous y avez forcément été attentif. Et je voudrais mentionner le cadre d'un de vos adjoints, Ali Rabet, qui a notamment lancé une association, qui n'a pas déclaré être candidat à la mairie de Trappes, mais en tout cas ça y ressemble. Vous avez été surpris par la création de cette association, cette démarche d'aller à la rencontre des trappistes et puis de commencer la campagne en quelque sorte. Alors, je vous remercie de poser cette question. Ma réponse sera que, avec ce que je vous ai dit au début, je ne veux pas mélanger l'important et le dérisoire. Alors,
la seule réponse solide que je vous fais, par loyauté vis-à-vis de ceux qui regardent votre chaîne, et ils ont raison de le faire, c'est que je prends souvent cette image, la marmite s'est mise à bouillir assez tôt, si je puis dire. C'est la marmite des envies, des choix, des prétentions parfois, etc. Et j'étais interrogé souvent, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais moi je vais au marché toutes les semaines, dans les rues et tout ça, enfin c'est ma manière d'être, et les habitants le savent. Et j'étais étonné d'être interrogé aussi depuis la fin, depuis les moments de juillet, août, presque pendant les vacances, etc. Alors, est-ce que monsieur le maire, vous restez avec nous? Est-ce que monsieur le maire, vous restez avec nous? Et donc, comme je dis, bon, on verra ça plus tard, on n'est pas dans l'urgence, excusez-moi d'être franc et simple. Oui, le scrutin n'a lieu qu'en 2020. Voilà, on a encore 16 mois à faire de boulot pour la ville, au-delà de tout le reste, et ça, c'est un devoir de le faire. Et donc, je dis, bon, allez, dis-leur que tu as envie de continuer, c'est ce que j'ai fait. Donc, je veux dire, les vapeurs qui sortaient de la cocotte minute mal fermée m'ont fait précipiter l'annonce, mais pas changer le contenu et les raisons de l'annonce. Voilà. Néanmoins, vous en avez discuté ou pas avec cet adjoint en question, Ali Rabet? Lui dit qu'il vous en avait parlé. No comment. Vous ne souhaitez pas commenter plus. Très bien. En tout cas, on a senti que quand vous allez présenter plutôt votre nouvelle candidature, il ne sera pas forcément sur votre liste. Vous avez déjà constitué cette liste, en tout cas? Non, encore... non. Est-ce qu'elle sera renouvelée? Est-ce que vous allez... Parce qu'il va aussi falloir passer la main. Vous l'avez dit vous-même, au bout de 3 ans de mandat, donc vous avez déjà en tête quelqu'un pour vous succéder, peut-être. Oui, mais je ne vous dirai pas son nom, ça vous ennuie pas? Bien. On gardera ça pour la prochaine fois. Et donc, quelle est la trajectoire? D'abord, on continue le travail et les responsabilités que l'on a. Je le disais tout à l'heure, sans s'occuper de sa petite carrière personnelle. Nous sommes élus par les habitants pour servir les habitants et la ville. Ça, c'est essentiel. Ceux qui ne croient pas en ça, il faut qu'ils changent de politique. Bien. Le deuxième élément, c'est que nous avons déjà organisé notre méthode de travail, puisque la décision est prise et que tous les amis qui le souhaitent le savent. Bon, voilà, on commencera après les vacances, les grandes vacances, non pas en travail interne, mais en travail externe, après les grandes vacances de l'année prochaine, parce que nous sommes aujourd'hui responsables de la gestion de la ville, et puis qu'on n'est pas encore au mois de mars 2020, à savoir d'ailleurs que c'est possible que dans ça les... Ça pourrait être repoussé aussi, on ne sait jamais. Oui, en fonction du résultat des élections européennes, le président peut toujours prendre la décision de décaler ce scrutin. Justement. Il y a eu des précédents. Oui, ça a déjà arrivé. Voilà, effectivement. C'est déjà arrivé. Guy Malandin, merci d'être venu répondre à nos questions. Je vous propose de rester encore quelques instants en Je vous en prie, plateau. c'est moi qui vous remercie. Nous allons revenir sur l'actualité de la semaine à présent. Et dans l'actualité de cette semaine, la mobilisation des Gilets jaunes qui perdure. Le département devrait encore être touché ce week-end. Retour sur les points de blocage et les revendications avec ce reportage. Les Gilets jaunes, signe de ralliement des Français mécontents du prix des carburants, ont manifesté dans les Yvelines. La mobilisation a commencé samedi 17 novembre au matin avec l'opération Escargot de Saint-Nom-la-Bretèche qui a été rejoint par les manifestants venus de Rambouillet. Rassemblement également sur le secteur de Villepreux-Plaisir. Les motards ont ouvert le convoi. Il y a un an de ça, je faisais mon plein de 60 litres pour 45 €. Là maintenant, on est sur un 45 litres, je paye 60 €, donc il y a quand même une petite évolution. La zone commerciale des Clés-sous-Bois a été bloquée. Par petits groupes, les manifestants traversent les passages piétons pour bloquer les conducteurs. Derrière ce mouvement des Gilets jaunes se cachent diverses revendications. D'abord, celle des automobilistes exaspérés par la hausse des taxes sur le carburant, mais aussi celle des salariés qui voient les coûts de la vie augmenter. Depuis des années, les salaires ils sont bloqués, ils sont gelés et même ils diminuent. Alors aujourd'hui, on travaille toujours plus, mais c'est pour gagner moins. Alors là, du coup, il y en a ras-le-bol. Parmi les Gilets jaunes aussi, des futurs retraités dont le pouvoir d'achat est impacté par la hausse de la CSG.
Ça fait moi des années que je travaille, je vais arriver à la retraite, j'ai 1 500 € de salaire. Donc je vais me retrouver avec une retraite de 1 200 €. Et bien avec ça, on ne vit pas. Et quand il faut qu'ils viennent nous expliquer, ceux qui décident de continuer à nous faire les poches, comment on vit avec ça. Suite aux mobilisations, la gendarmerie a décidé de fermer l'A13 au niveau du triangle de Rocancourt. Les manifestants se sont ensuite tous donné rendez-vous sur le parking d'une discothèque à Louvciennes. Il faut se faire comprendre. À partir du moment où on fait que d'augmenter les prix, nous on en a ras-le-bol. Eux c'est bien, ils encaissent, mais nous on est déjà dans la merde. À partir du moment où on est déjà dans la merde, ils peuvent pas nous foutre 6 pieds sous terre. Les Gilets jaunes, mécontents des annonces du gouvernement, espèrent que ce mouvement sera prolongé et lancent un nouvel appel à bloquer Paris samedi 24 novembre. Guy Malandin, je voudrais vous faire réagir sur ces Gilets jaunes, justement, cette colère, vous la comprenez, vous l'entendez vous aussi ? Moi, je pense que il y a des réformes politiques qui sont obligatoires. Si on ne les fait pas, ça nous coûtera encore plus cher, entre guillemets, à l'avenir, après. Ce qui manque aujourd'hui, me semble-t-il, c'est un avis, c'est pas un jugement de procureur, si je puis dire. Ce qui manque aujourd'hui, c'est une compréhension de la méthode, de l'organisation, et à mon avis, il y a trop de précipitations et de décisions qui sont prises, dont le fondement peut avoir des racines justifiées, mais dont la compréhension ne peut pas être faite de cette manière-là par les habitants. D'autre part, il y a une donnée réelle qui ne date pas forcément des 2 dernières années. Il faut être honnête et puis regarder une globalité. C'est que petit à petit, décision après décision, recherche d'équilibre budgétaire national après recherche etc., etc. Enfin, je veux dire que la finance a pris sûrement trop de place. Elle est nécessaire, il faut la regarder, mais elle a pris trop de place par rapport au social, à l'épanouissement et finalement au bonheur de chacun. Et moi, je vois sur la ville de Trappes, c'est pas d'aujourd'hui, alors ne faisons pas comme ça des histoires. Moi, je suis plus membre d'un parti politique parce que je comprends plus très bien où il faut aller. Mais je suis un républicain de gauche, tout le monde le sait, ancré sur mes idées. Faisons un Grenelle d'aujourd'hui. Chacun connaît un peu cette histoire de comment les conflits de mai 68 sont terminés. Tout le monde autour de la table, on travaille et on se bloque. Je veux dire, on dépense son énergie sur des réalités, pas sur des théories financières ou des théories techniques. Alors, est-ce que, je veux dire, bloquer tout le monde pendant une semaine, ça conduira à ça ? Je suis pas sûr. Je le souhaite, en tout cas, que l'idée soit, on se met, on se réunisse et on se met autour de la table pour discuter. Autour de la table, on se dit voilà, on a un mois de négociation, on fera truc par truc, et puis on dit là, voilà comment on fait. Il y a accord ou il n'y a pas désaccord surtout, mais il y a participation et prise en compte d'une évolution assez forte, quand même, de la pauvreté au sens inacceptable du terme. Voilà. En tout cas, c'est sur la ville, c'est ce qu'on vit. Il y a à la fois un renouvellement socio-économique, mais il y a encore de nombreuses familles qui ont vraiment pas grand-chose pour vivre. Merci beaucoup Guy Malandin d'être venu participer à ce 7-8 hebdo et donc je le rappelle officiellement candidat pour les municipales de 2020. On a le temps. On en reparlera bien sûr. Nous poursuivons ce résumé de la semaine avec un chantier d'envergure, des images rares également. Le premier tronçon de la grande passerelle reliant Mantes-la-Jolie à Limay pour les piétons et les cyclistes a été posé en début de semaine. Opération particulièrement délicate, regardez. Il est arrivé sur une barge. Le premier tronçon de la grande passerelle a pris place lundi 19 novembre sur le pont reliant la place de l'Étape à Mantes-la-Jolie au théâtre de verdure de l'Île aux Dames. C'est une opération extrêmement délicate qui prend 48 heures. Pendant 48 heures, aucune péniche ne passera sur ce bras de Seine pour pouvoir faciliter cette installation. 105 mètres de long et 7 mètres de large pour une passerelle totale de 201 mètres réservée aux piétons et aux cyclistes. Elle entre dans un projet global en faveur de la mobilité douce de 9,6 millions d'euros, financé en majorité par la région Île-de-France. Le département des Yvelines a contribué à 11%.
La mise en route de cette passerelle correspond à cette volonté de faire que ce lieu traditionnel de passage d'une rive à l'autre remplisse toutes les fonctions qui sont les siennes dans la société d'aujourd'hui. La structure est en acier et elle est revêtue de bois. L'architecte l'a imaginée comme une terrasse reliant les centres-villes de Mantes-la-Jolie et de Limay. Elle est dessinée en rapport avec le pont existant, qui est un pont routier, qui est un pont droit, en fait assez lourd, assez présent dans le site. Nous, on se veut léger, on se veut doux, on se veut un peu justement ondulante pour être en harmonie avec le fleuve et avec le paysage. Le chantier devrait prendre fin à l'hiver 2019. Cette passerelle correspond à la première étape du nouveau franchissement entre les deux villes. Le vieux pont situé de l'autre côté sera rénové et agrémenté lui aussi d'une passerelle. Les deux ouvrages seront ensuite reliés par un cheminement piéton et cyclable sur l'île aux Dames. Elles ont déjà pris place dans les rues à un peu plus d'un mois des fêtes de Noël. Les illuminations ont été installées. C'est le cas à Montigny-le-Bretonneux. Des milliers de LED qui, à la nuit tombée, se parent de couleurs. Comme de nombreuses villes, Montigny-le-Bretonneux n'a pas attendu le mois de décembre pour les installer. On n'a pas en interne le personnel et le matériel nécessaire à la pose qui doit se faire sur un laps de temps très court. On a démarré là en octobre, il faut que ça soit fini pour le 29 novembre, juste avant le week-end du marché Noël. C'est le marché Noël qui donne le top de la mise en place. Pour proposer des décorations différentes chaque année, la commune les loue à une société extérieure pour un coût de 100 000 €. 240 motifs sont répartis dans toute la ville. Il nous reste quelques motifs, dont les motifs 3D en 3 dimensions qui seront installés sur l'avenue du Pas du Lac au niveau du rond-point, là, vers SkyWest, et au niveau de l'hôtel de ville. Tous les quartiers sont desservis, les centres commerciaux, bien sûr nos bâtiments publics, l'hôtel de ville en priorité. Plus que quelques jours d'installation et les décorations illumineront les soirées ignimontaines jusqu'à la fin des fêtes. Le 7-8 hebdo sur TV78, c'est aussi l'occasion de regarder au-delà des frontières du département. Nos confrères de Via Grand Paris, chaîne disponible sur la TNT, reviennent aujourd'hui sur la mise en place de parkings relais en Ile-de-France. Afin de limiter le nombre de véhicules au sein de Paris Intramuros, la ville de Paris a présenté le dispositif Place Relais. Près de 1200 places de parking réparties dans 11 parcs de stationnement situés aux portes de la capitale seront accessibles dès le 1er décembre pour 75 € par mois. L'idée est d'inciter les automobilistes à laisser leurs véhicules à l'entrée de Paris afin de privilégier le métro tout en luttant contre la pollution de l'air. Je veux contribuer aussi à faciliter la mobilité des Franciliens et à lutter en même temps contre la pollution de l'air. Ça, c'est le grand enjeu, le grand défi auquel nous sommes confrontés. Ce dispositif est exclusivement réservé aux personnes possédant un pass Navigo. Mais ce n'est pas tout. Pour y être éligible, il faut que le domicile du demandeur et le site de l'employeur ne soient pas à proximité du parc de stationnement. La carte grise, quant à elle, ne doit pas être celle d'un véhicule de société ou de fonction. Des discussions avec la région vont bientôt avoir lieu afin que la carte de stationnement intègre le pass Navigo. On aura sans doute dans les mois qui viennent la région Île-de-France qui permettra d'avoir une seule carte, la carte du pass Navigo, pour pouvoir y mettre son abonnement au parking relais et son abonnement pour la mobilité à l'intérieur de la ville. En cas de forte demande, des places supplémentaires pourraient voir le jour. Et après ce coup d'œil dans le reste de l'actualité de l'Île-de-France, retour à Saint-Quentin avec notre autre rendez-vous du week-end. Ça s'est passé, nous ouvrons les archives de TV78. Retour sur l'affaire des faux espions au technocentre Renault, alors que l'affaire Carlos Ghosn prend de l'ampleur aujourd'hui. Les 3 cadres mis à pied lundi travaillaient au technocentre de Guyancourt. Ils sont soupçonnés d'avoir diffusé à l'extérieur des informations sur les projets de véhicules électriques. Un dossier stratégique et un enjeu énorme pour Renault et son allié japonais Nissan. Joint par téléphone ce jeudi après-midi, le responsable de la communication au technocentre confirmait ces éléments en précisant que la procédure en cours portait sur des actes sérieux. En revanche, il insistait sur un traitement de l'affaire disproportionné selon lui, en regrettant
notamment que nos confrères du Parisien aient publié le nom et la photo des 3 cadres concernés. On ne peut rien dire en interne car le droit du travail s'applique et l'enquête est en cours. Du côté des représentants des salariés au Technocentre, Denis Dedieu de la CFDT, joint par téléphone, affirme avoir découvert l'affaire dans la presse comme tout le monde. Ce n'est que ce jeudi matin, soit 3 jours après les faits, que le numéro 2 du groupe Patrick Pellata s'est adressé à l'ensemble des collaborateurs par un courrier pour mettre un terme aux rumeurs. Il demande leur discrétion et leur réserve sur cette affaire. Pourquoi ils ont attendu le premier jour de l'année pour sanctionner les salariés, de voir le service sécurité débarquer dans le technocentre et puis ramener à l'extérieur les gens. Tout le monde se pose des questions. C'est qui le prochain, quoi. On peut se poser aussi légitimement ce type de problème. Et ça crée quand même une ambiance qui n'est pas folichonne. Voilà. Les simples informations qu'on a eues, on regrette, d'ailleurs, ce sont des informations qui ont été communiquées par la presse. Nous, ce que l'on demande, notamment à Renault, c'est de rencontrer les organisations syndicales pour nous donner beaucoup plus de précisions. Pour l'instant, 3 personnes sont mises à pied conservatoire. Pour nous, elles sont présumées pour l'instant innocents. On nous parle de l'espionnage, on nous parle d'un tas de choses. Et que les médias communiquent avant que les salariés, les organisations syndicales et les salariés en soient informés, ça nous paraît quand même pas très logique. C'est la fin de cette édition de votre journal de fin de semaine. Retour de l'actualité lundi. Très bon week-end.